Oui, j'ajoute encore une manifestation concrète de ces accords économiques, le projet d'un complexe hôtelier de 1000 chambres à Leningrad. Le protocole d'accord vient d'être signé et annoncé, un contrat de 850 millions de francs environ. Mais il est temps maintenant d'écouter l'entretien que viennent d'avoir Christine Ockrent, Georges Bortoli et Jean-Pierre Elkabbach avec le président Gorbatchev, qui se trouvait donc aux côtés du président Mitterrand. Explication détaillée sur 2 jours d'entretien. Messieurs les présidents, bonsoir. Merci de recevoir ensemble à nouveau Antenne 2 et Europe 1 pour un entretien particulier qui va nous permettre d'approfondir certains points que vous avez l'un et l'autre évoqués au cours du séjour de M. Gorbatchev à Paris. Monsieur Gorbatchev, vous avez plusieurs fois insisté sur les dangers et les risques de déstabilisation dans votre partie du monde. En novembre dernier, au Kremlin, vous nous disiez que la perestroïka est irréversible. 7 mois plus tard, est-ce que vous estimez que la situation est encore plus difficile que vous ne le pensiez? Eh bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus certain qu'il y a quelques mois, à savoir que la perestroïka est tout à fait irréversible. Et cela est confirmé par le dernier grand événement qui s'est passé en URSS, à savoir la réunion du Congrès du peuple. Les opinions du peuple entier se sont exprimées à la suite des élections qui se sont passées dans une atmosphère unique que notre pays n'a jamais connue de toute son histoire. Évidemment, on peut parler des avantages, des inconvénients, des côtés positifs ou négatifs de la campagne, mais c'est un pas immense en avant sur la voie de la perestroïka et sur la voie vers une vie civile normale. C'est vraiment la preuve évidente de l'irréversibilité de la perestroïka. D'où vient alors, Monsieur le Président Gorbatchev, cette impression que l'on lit, que l'on entend d'une sorte de fragilité de votre position? Quelle est la plus grande menace pour la perestroïka et pour vous-même, peut-être aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'instabilité s'agissant de la perestroïka, s'agissant d'une politique qui a été proposée par le PCUS. Je pense au contraire que depuis la dernière campagne, depuis les derniers congrès, cette politique a reçu une confirmation éclatante. D'autre part, le secrétaire général du PCUS a été élu président par une majorité écrasante, mais selon une procédure secrète, à bulletin secret donc. Donc c'est un progrès. Écoutez, oui, c'est un progrès, bien sûr. Oui, au fond, vous êtes submergé par une vague de critiques qui peut-être est très haute, mais cela me confirme dans le fait que le peuple veut la perestroïka et souhaiterait que cette perestroïka apporte des résultats tangibles en matière économique. C'est ainsi que je vois les choses. Je crois, M. Gorbatchev, que l'un des grands problèmes de la perestroïka, c'est la lenteur du développement de votre économie. Ce qui va me permettre de poser une question peut-être à M. Mitterrand. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France doit soutenir la perestroïka en injectant des crédits, des investissements en URSS? Oui, je crois que c'est un devoir pour les pays démocratiques que de contribuer dans la mesure de leurs moyens à la réussite de la perestroïka. Le mouvement vers lequel se dirige cette perestroïka est évident. C'est un mieux pour tout le monde. Et si l'Union soviétique éprouve des difficultés, il faudrait en débattre, pour son propre développement, les pays d'Europe et d'ailleurs qui souhaitent la réussite doivent y contribuer. C'est ce que fera la France, je le répète, dans la mesure de nos moyens. Alors il y a le panier de la ménagère, il y a aussi les nationalités, vous vous apprêtez. Oui,
Mais pas seulement. Je dirais même davantage. L'essentiel pour les résultats de la perestroïka repose sur les épaules de notre peuple. Personne ne fera la perestroïka à notre place. C'est nous qui en avons la responsabilité. C'est nous qui savons ce qu'il nous faut. Bien sûr, nous pouvons résoudre certains problèmes d'une façon plus facile si d'autres pays y participent sur la base de l'égalité. Parmi ces problèmes, M. Gorbatchev, il y a le problème des nationalités en Union soviétique. Il va y avoir un congrès des nationalités vers la fin du mois de juillet. Comment trouver une approche commune à des problèmes qui paraissent chaque fois si spécifiques et qui représentent pourtant une même aspiration? Je pense que vous connaissez mon dernier discours, n'est-ce pas? La première partie de ce discours est une constatation de l'inquiétude que nous éprouvons, et toute la société. Quant aux 2 tiers restants de ce discours, c'est un programme constructif. Il existe des possibilités pour que ces problèmes soient résolus. Au cours de la 2e étape de la réforme politique, qui va porter précisément sur les républiques, sur les organes locaux, les pouvoirs locaux, et nous avons des propositions très solides qui nous permettront d'en discuter et de faire quelque chose. Non, mais concrètement, je dirais ceci. Nous estimons que notre situation est unique en ce moment, unique au monde entier, et malgré les côtés négatifs qui se sont manifestés. Notre union existe depuis plus de 70 ans. Nous avons cependant parcouru un chemin très long. Nous avons développé les cultures, les économies, nous avons instauré l'égalité. N'oubliez pas qu'au moment de la Révolution, nos peuples n'étaient pas au même niveau de développement. Et actuellement, il y a une sorte d'amalgame, de fusion, du point de vue de l'économie, de la culture. Et au fond, nos peuples se sont mélangés aussi. Il n'existe pas une seule république chez nous où il n'y ait pas au moins une dizaine de nationalités. Et c'est pourquoi nous pensons, et c'est important et je le souligne, que la voie vers la solution du problème se trouve dans le développement de l'Union et le développement des républiques, dont il faut renforcer la souveraineté. Il faut élargir leurs droits, leur autonomie, garantir les droits des minorités, développer la culture dans ces républiques en nous fondant sur l'acquis au lieu de le détruire. Et ainsi, au cours de la 2e étape, nous pourrons aller plus loin. Monsieur le Président, par le dialogue, par des moyens qui ne sont pas la violence? Oui, bien sûr, sur la base de la démocratie, sur la base d'amendements constitutionnels qui vont se faire tout à fait selon le droit, selon des processus démocratiques. C'est ainsi que les modifications vont se faire. Il est naturel que dans une telle situation, les éléments instables se font jour, dont nous voudrions nous garder et dont nous voudrions protéger la perestroïka. Alors, si la perestroïka en souffre, les intérêts des peuples en souffriraient. Tous les deux, au cours de la visite, vous avez beaucoup dit que l'après-guerre avait vécu. En tant que président de la Commission européenne pour 6 mois, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez prolonger les rapports entre l'Europe de l'Ouest, indépendante, forte, autonome, avec l'Union soviétique, et que le processus européen qui conduit à la fin du siècle peut se développer? Cette conversation va bientôt s'arrêter. Je pense qu'il était intéressant pour les Français d'entendre surtout l'opinion de notre invité, du président de l'Union soviétique,
grands peuples, ensemble de grandes nations, qui représentent une grande histoire. Il est chez nous, nous l'entendons et nous le recevons avec beaucoup d'intérêt. Bon. Mais les problèmes, il a dit lui-même, qui touchent au développement de la perestroïka, cela relève de la souveraineté soviétique. On pourrait dire c'est leur affaire, mais c'est aussi la nôtre. Ouais, c'est leur affaire, parce que tout ce qui se passe là-bas intéresse le reste du monde. De même, le problème réel des nationalités dans cet immense pays, avec les degrés de développement différents qu'on a signalés il y a un moment, c'est leur problème. Ça nous intéresse aussi, car les répercussions de l'ordre ou du désordre, de la stabilité ou non, en Union soviétique, commandent aussi l'équilibre du reste du monde. Mais il est un troisième point sur lequel j'insiste, c'est que le processus de paix qui passe par le désarmement intéresse la France tout autant que l'Union soviétique. Et de ce point de vue, je réponds à votre question, l'existence de la communauté européenne que je préside présentement, son renforcement, sa cohésion, peut contribuer puissamment au développement du processus de paix en Europe, dans le monde. Nous représentons 320 millions d'habitants, nous avons une économie puissante, nous sommes la première puissance commerciale, et nous sommes les voisins directs de l'Union soviétique. Donc, de ce fait, j'insiste sur ce point. Beaucoup de choses dépendent de l'Union soviétique chez elle et de ses dirigeants. C'est l'affaire de ce peuple. Beaucoup de choses nous sont communes. Alors, justement, M. Mitterrand, vous faisiez état à propos de la Chine, de préoccupations largement communes lors de la conférence de presse de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer, vous avez fait une déclaration commune l'un et l'autre sur le Liban, ce qui est rare dans notre pratique diplomatique. Est-ce que l'on aurait pu imaginer une forme de déclaration commune sur les événements en Chine? On peut tout imaginer. Cela n'a pas été fait en tant que déclaration écrite et publiée, mais je crois que sur beaucoup de points, nous avons partagé les mêmes sentiments. Cela dit, la politique de l'Union soviétique n'est pas la politique de la France et vice-versa. Ce que je dis de mes regrets très vifs, le mot regret est un terme diplomatique, regarde ce qui est une sorte de régression, de grave recul dans le développement et dans l'évolution de la Chine contemporaine, se considère comme une blessure pour l'équilibre mondial et avant tout cela pour le peuple chinois. Bon. Mais nous n'avons pas prétendu mettre d'accord dans cette entrevue qui a duré quelques heures sans doute, mais pas assez pour brasser tous les problèmes du monde, une déclaration commune sur ce sujet. Ça ira peut-être un jour. Monsieur Mitterrand, vous receviez l'hiver dernier Monsieur Walesa à Paris. Oui. Est-ce que Monsieur Gorbatchev recevrait à Moscou Monsieur Walesa pour montrer son approbation de cette démocratisation accélérée qui a lieu actuellement en Pologne? Je viens de répondre à cette question à la conférence de presse. Bon, en résumé, je répète que nous avons d'excellentes relations avec la Pologne, notre voisin. Nous avons des contacts très intenses sur tous les plans, économiques, culturels, touristiques, etc. Ces contacts se multiplient, de nouveaux éléments s'y ajoutent tous les jours, de nouveaux représentants des institutions politiques apparaissent. Alors, dans le cadre des échanges entre syndicats ou associations, pourquoi ne pas organiser une telle visite? Je n'y vois aucun inconvénient. Question contraire, si vous le permettez. La Roumanie n'est pas un exemple de démocratisation accélérée. Demain, après la France, vous allez justement à Bucarest. Est-ce que M. Ceausescu n'est pas un petit peu un allié gênant, encombrant? Et infréquentable. N'établissez pas des fiches d'identité pour les pays. Enfin, nous sommes en quelque sorte
le pays qui est l'aîné parmi ces autres pays, et moi je ne prends pas sur moi le droit de juger le peuple roumain, par exemple. C'est le peuple roumain qui doit résoudre ses propres affaires intérieures. Monsieur Gorbatchev, Et la Roumanie moderne le mérite certainement. Monsieur Gorbatchev, vous avez parlé du bicentenaire et vous avez vu la Bastille hier. Est-ce que le mur de Berlin n'est pas une des dernières Bastilles d'aujourd'hui? Est-ce que les conditions historiques ne seront pas bientôt remplies pour qu'il disparaisse? Bon, vous pensez que vous m'avez posé une question très dure? Non. Écoutez, beaucoup de choses sont nées en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Il y a eu la guerre froide. Alors la guerre froide est terminée. La guerre froide maintenant tombe dans l'oubli. Voilà. Et le mur aussi? Alors, je pense que le mur d'ailleurs n'est pas l'obstacle le plus rude sur la voie de la construction de la maison commune européenne. Quand il y a par exemple 2 millions d'hommes armés qui sont là, armés jusqu'aux dents, ça c'est un obstacle. Non, écoutez, ne vous écartez pas des problèmes fondamentaux. Pour les journalistes, les métaphores sont certes nécessaires, mais je vous invite, alors que l'Europe passe par un tournant maintenant, de repenser vos questions. Vous n'êtes pas offensé? Non, pas du tout. Si vous permettez, mesdames et messieurs, nous avons été obligés de cesser cette conversation. Et vous avez beaucoup parlé, qu'avez-vous à faire en commun? Vous ne pouvez pas nous promener, même si c'est très intéressant, à travers toute la planète. Ce que nous avons à faire, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la loi du genre. Ce que nous avons à faire en commun, d'abord, c'est à bâtir une relation franco-soviétique solide, pacifique, constructive. Ensuite, c'est à défendre la paix. Et donc à veiller à un désarmement contrôlé, simultané, les yeux bien ouverts. Et c'est aussi à bâtir l'Europe, notre continent commun. Voilà, on a beaucoup de choses à faire ensemble. On n'a pas tout à faire ensemble. Hein. Et puis les soviétiques, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire ensemble, chez eux, pour les affaires qui les regardent. Je pense que cela permettra de classer un peu l'ordre de vos questions. Oui. Un dernier point très ponctuel, si vous me permettez. Le MiG soviétique qui s'est écrasé hier en Belgique après avoir traversé cette future maison commune, ces deux Europes. Quelle est votre interprétation, Monsieur Gorbatchev? Eh bien, je regrette cet incident. Les Belges le savent d'ailleurs. Et les Belges connaissent les causes de l'accident et nous avons transmis nos condoléances. Évidemment, ce genre d'accident peut arriver. Mais il vaut mieux les éviter. Tout à fait. Je profite de cette rencontre avec le président de la France pour féliciter le peuple français à l'occasion du grand bicentenaire, du grand jubilé de la Révolution française. Nous sommes très heureux d'être ici à cette occasion. Nous sommes heureux de partager votre joie et nous voudrions souligner notre respect profond devant la France et le peuple de France. Merci, M. Gorbatchev. Merci, M. le Président. Nous vous remercions.